Quelles sont les nouveautés AWS des 2 dernières semaines? Dans cet épisode, nous parlons de RGPD, du 6P et de la CNIL. Il y aura aussi des nouvelles possibilités offertes par Secrets Manager, Amazon S3 et Abrunner. Mais au fait, c'est quoi déjà Abrunner? On va en parler également. Il y a un nouveau look pour la page de facturation et puis 2 services qui étaient disponibles en preview. Ils deviennent disponibles pour toutes et tous. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci d'être à l'écoute tous les vendredis matins, le podcast AWS en français, puis vous l'écoutez quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'écouter le vendredi matin. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter en faisant du sport pendant le week-end. J'ai reçu pas mal de feedback sur les réseaux sociaux en disant que je devais allonger ou raccourcir les épisodes parce que c'était trop long, pas assez long pour faire un footing, un jogging le matin. Merci de nous écouter en tout cas sur toutes les plateformes de podcast, sur vos téléphones portables, sur le web. Vous êtes encore nombreux à nous écouter sur le web. N'oubliez pas de vous abonner dans Apple Podcast, dans Spotify, dans Deezer, dans Google Podcast également, comme ça vous recevrez les épisodes toutes les semaines, et puis laissez-nous vos commentaires, soit dans les applis de podcast, soit sur Twitter, Sebsto, S-E-B-S-T-O, je suis heureux de vous lire à chaque fois. Comme à chaque fois, une semaine sur 2, nous passons en revue les dernières nouveautés d'AWS, et la première qui a attiré mon attention cette semaine, très importante pour vous, nos clients en Europe, c'est une annonce autour du RGPD. Alors là, vous le savez, la sécurité, c'est la première priorité d'AWS, et nos services sont déjà conformes, et nos contrats sont déjà conformes à la RGPD depuis longtemps, mais nous avons une certification en plus qui vient prouver, vérifier la conformité au règlement général de protection des données, le RGPD. Il s'agit d'une liste de 52 services qui ont été déclarés sous le code de conduite sur la protection des données des fournisseurs de services d'infrastructure cloud en Europe. Après ça, il faut reprendre sa respiration, donc ça s'appelle le code 6P, c'est une vérification indépendante, et donc ça vous donne un niveau d'assurance complémentaire quant à la conformité des services cloud que vous utilisez avec le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Cette certification a été validée par le Conseil européen de la protection des données, le CEPD, et également approuvée par la CNIL, la Commission nationale d'informatique et de liberté. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est un cabinet d'audit externe, dans ce cas-ci c'est Ernst & Young, qui a audité une liste de 52 services et qui a vérifié que à la fois leurs termes contractuels et leur implémentation permet de respecter le règlement RGPD. Alors sur la liste du 6P, il y a la liste de tous les services cloud qui sont agréés par cet organisme, et j'ai découvert des tas de fournisseurs de cloud que je connaissais pas d'ailleurs, donc allez voir cette liste-là, c'est assez intéressante. Et puis côté AWS, pas de surprise, ce sont les services de fondation, j'allais dire, ce sont les EC2, les ECS, EKS, les EBS, les FSX, S3 évidemment, mais aussi des services de plus haut niveau comme Comprehend ou Detective, Amazon Lex, MQ, Recognition. Je ne vais pas vous faire la liste, il y en a 52. Je vous ai mis le lien de toute façon sur l'article de blog, et à partir de là, vous pouvez lier sur la liste des 52 services qui ont été enregistrés. Donc, information importante à passer à vos responsables de conformité, vos Chief Compliance Officer. Abrunner supporte les VPC. Oui, mais c'est quoi Abrunner? Vous me posez souvent la question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens de déployer des containers sur AWS, et parfois c'est pas nécessairement facile de comprendre quel est le bon moyen pour vous. Abrunner, c'est quelque chose qui se situe entre Elastic Beanstalk et ECS, EKS, Fargate. C'est un moyen extrêmement simple de déployer un container sur une infrastructure serverless, donc vous n'avez pas vous soucier du provisioning des instances EC2, vous dites juste la capacité en vCPU, en mémoire dont vous avez besoin, et automatiquement votre container sera déployé, il sera auto-scalé, il sera load balancé automatiquement. Et Abrunner fournit également un flux CI/CD, puisqu'il est capable de republier la nouvelle version de vos containers à chaque fois que vous publiez soit un changement dans votre code source si vous êtes connecté à un repo de type GitHub, soit un changement de votre container s'il est connecté à un container repository, et il supporte évidemment des containers repository publics ou privés dans votre compte. Donc tout ça fait que c'est un moyen extrêmement simple de déployer des containers. C'est pour ça que je dis que c'est entre Elastic Beanstalk, où là vous devez quand même gérer les instances EC2 et rafraîchir l'OS et des choses comme ça, et ECS, EKS,
AWS qui lui permet de déployer des ensembles de containers et de les orchestrer de façon extrêmement complexe avec beaucoup de granularité. Ici, vous êtes entre les deux avec Abrunner. Qu'est-ce qui est nouveau sur Abrunner, maintenant qu'on sait de quoi on parle? C'est le support du VPC, c'est-à-dire si votre application qui tourne dans un container déployé par Abrunner a besoin de connecter des services qui sont dans votre réseau privé, comme une base de données, un Elastic Cache, ou même d'autres API déployés sur CS/EKS par exemple, et bien maintenant vous pouvez créer des VPC endpoints, des VPC connectors, on appelle ça, qui permettent de faire cette connexion privée, là où avant vous deviez passer par des adresses IP publiques. Donc si vous utilisez Abrunner et que vous avez envie d'accéder à des ressources privées dans votre réseau, jetez un coup d'œil sur ces nouveaux VPC connectors pour Abrunner. S3 s'améliore, il a 15 ans, mais il continue de grandir évidemment tous les jours, mais on continue de rajouter encore des fonctionnalités en fonction de vos feedbacks. Vous connaissez peut-être la replication S3 qui permet de configurer un bucket pour que le service S3 le replique sur une autre région, par exemple pour des plans de reprise d'activité ou pour des raisons de conformité, de compliance. Vous pouvez donc avoir S3 qui replique du contenu d'un bucket à l'autre, soit dans la même région, soit dans des régions différentes. Quoi de neuf, vous allez me dire, sur la réplication? C'est que la réplication, ça fonctionnait pour tous les nouveaux objets créés dans votre bucket après que vous aviez activé la réplication. Donc imaginez, vous avez un bucket existant, il n'est pas répliqué, il y a plein d'objets dedans, vous activez la réplication, ça marche pour tous les nouveaux objets à partir du moment où vous avez activé la réplication. Et quid des anciens objets? Justement, il n'y avait pas de solution avant, vous deviez coder quelque chose vous-même. Maintenant, c'est fini, vous ne devez plus coder. Il y a un nouveau concept qui s'appelle S3 Batch Replication, qui permet de répliquer en mode batch tout le contenu d'un bucket existant. Donc si vous faites de la réplication avec S3, regardez cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Amazon S3 Batch Replication. Des petites améliorations incrémentales également côté de la console de facturation, très important. Moi, j'y jette un coup d'œil quasiment tous les jours à ma console de facturation. Et vous avez peut-être remarqué ces derniers jours, elle a changé de look, elle est plus claire, elle est divisée en portlets, j'ai envie de dire, en groupes d'informations que vous pouvez réagencer sur la page comme bon vous semble, un peu comme la homepage des services AWS depuis quelques semaines également. Il y a un résumé, il y a je ne sais pas comment on les appelle, un portlet, enfin un composant qui vous donne le service qui génère le plus de facturation. Pour moi, c'est EC2 pour le moment. Vous avez un élément graphique, un composant qui vous donne la tendance des 3 derniers mois pour les 5 services qui coûtent le plus, et également la tendance sur les 5 comptes qui coûtent le plus dans votre organisation. Et puis vous pouvez réagencer ces widgets, etc. Je crois que ça gagne en clarité, c'est pas mal. Si vous n'avez pas encore été voir le billing dashboard ce mois-ci, allez jeter un coup d'œil et regardez ce nouveau look, et puis customisez-le, faites le vôtre. C'est justement le but de ce genre d'exercice, c'est que vous pouvez aussi mettre au sommet de la page les informations qui vous intéressent le plus. Migration Hub Refactor Space devient disponible. J'avais déjà parlé de Migration Hub Refactor Space. Donc Refactor Space est un nouveau service introduit à reInvent sous la bannière de Migration Hub, qui permet de décomposer plus facilement un monolithe en microservices en faisant 2 choses. Il gère pour vous toute la plomberie réseau pour déployer des microservices sur plusieurs comptes différents. Donc en clair, il met en place une transit gateway et tout ce qui va bien avec pour qu'un compte principal dans votre organisation puisse accéder via des réseaux privés, des VPC, à vos différents microservices en faisant l'assumption que chaque microservice est géré par une équipe séparée, donc sera dans un compte AWS séparé. Donc ça, c'est la première chose que Refactor Space fait. Il met en place cette connectique réseau multi-compte. La deuxième chose qu'il fait, c'est de vous donner un proxy applicatif. C'est une API Gateway sous le capot qui permet à votre
votre front-end de continuer de parler avec les mêmes URL pour appeler votre API monolithique, mais l'API Gateway, sous le contrôle de Refactor Space, va être configuré pour soit envoyer le trafic vers le monolithe pour les parties qui n'ont pas encore été refactorisées, migrées, soit pour envoyer de façon transparente le trafic vers un microservice. Donc imaginez que vous aviez une application web de shopping, l'application web, le front-end fait des appels sur /login, /basket, /buy, etc. Et bien chaque URL peut au final être décomposé en microservices et le proxy va router le trafic soit vers le monolithe, soit vers vos microservices. Voilà, c'est une petite introduction à Refactor Space. J'ai fait un talk sur Refactor Space et une démo au User Group, au AWS User Group, je crois que c'était fin novembre, décembre 2021. Je vous mets les liens dans les notes du podcast si vous voulez en savoir plus sur Refactor Space. Alors quoi de neuf? Eh bien, il est généralement disponible. Il était en preview. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien qui a changé, c'est exactement la même chose. Un des principaux bloqueurs pour lequel il n'était pas disponible, c'est parce qu'on n'avait pas encore la liste de prix. Et bien voilà, c'est fait. Maintenant, il est generally available, ça veut dire qu'il n'est plus gratuit non plus. Vous allez devoir malheureusement payer un tout petit peu, malheureusement ou heureusement, évidemment, pour utiliser Refactor Space. Alors le pricing est basé sur les environnements. Donc un environnement, c'est un ensemble d'applications que vous souhaitez migrer. Vous pouvez avoir 3 environnements 24 heures sur 24 gratuitement pendant les 3 premiers mois. Et après, vous allez payer 0,028 par environnement heure. Donc ça fait à peu près $20 par mois par environnement. Il y a un petit prix pour l'API Gateway aussi de 0,0002 par request. Donc, grosso modo, $2 par million de requêtes faites sur l'API. Donc, c'est le nouveau prix de AWS Migration Hub Refactor Space. Dans le même esprit, CloudFormation Hooks était en preview. Il devient generally available. Ici, il n'y a pas de coût associé, en tout cas je pense pas. C'est quoi un hook? C'est un morceau de code que vous pouvez enregistrer auprès du service CloudFormation et l'exécuter à différents moments du cycle de vie de votre template CloudFormation. Vous savez que vous êtes plus d'1 million de clients à démarrer au moins un template AWS CloudFormation chaque semaine dans un de vos comptes. Et ces hooks sont des possibilités d'exécuter du code à différents moments du cycle de vie, par exemple avant d'appliquer des changements ou après avoir appliqué les changements, avant d'effacer, après avoir effacé des ressources, avant l'update, après l'update, etc. Ça permet d'implémenter des checks additionnels, par exemple, on va parler conformité et compliance, comme on l'a fait au début de cet épisode. Ça vous permet, par exemple, imaginez que vous ayez une règle qui dit aucun de mes buckets S3 ne peut être public. Vous pouvez enregistrer des CloudFormation hooks qui vont aller vérifier programmatiquement que cette règle est bien enforcée et qui se déclencheront systématiquement avant ou après toute création ou modification de ressources S3 sur votre bucket. Pour créer un hook, vous devez le programmer en Python ou en Java. Il y a des points d'entrée spécifiques, donc des noms de fonctions à respecter, qui sont les points d'entrée que CloudFormation va utiliser pour activer votre code. Et votre code, vous l'enregistrez dans le CloudFormation Registry, qui est soit privé pour vous, c'est votre librairie de code, soit vous l'enregistrez dans le CloudFormation Public Registry, et donc vous pouvez aussi trouver des hooks qui ont déjà été développés, qui sont disponibles et qui sont mis à votre disposition par d'autres membres de la communauté. On a un repo GitHub également avec du code d'exemple, aussi bien en Java que en Python, et pour enregistrer vos hooks dans CloudFormation, il y a une petite CLI, encore une CLI à installer, c'est la CloudFormation CLI que vous pouvez installer sur votre laptop avec un pip install, c'est écrit en Python. Donc la disponibilité générale des CloudFormation Hooks dans une grande liste de régions. Je vais juste vous citer l'Europe ici, mais Francfort, Irlande, Londres, Milan, Paris et Stockholm. Et puis pour terminer aujourd'hui, une petite nouveauté incrémentale mais bien agréable pour Secret Manager. Vous savez, Secret Manager, c'est ce service qui stocke de façon sécurisée vos secrets, par exemple des mots de passe pour des bases de données. Et vos applications peuvent récupérer le mot de passe en faisant un appel d'API à Secret Manager, pour autant que vous ayez l'autorisation IAM de le faire. Une des choses que j'aime vraiment bien dans Secret Manager,
c'est qu'il est capable, avec l'aide de Lambda, de faire de la rotation de mot de passe automatiquement, donc très très facilement. Vous pouviez configurer Secret Manager pour dire mon mot de passe base de données, tu le changes tous les mois. Et quand il fait ça, non seulement il change le mot de passe, il génère un nouveau mot de passe, mais il déclenche une fonction lambda qui va se connecter à votre base de données pour changer le mot de passe sur la base de données également. Évidemment, vous ne devez pas écrire cette fonction lambda, elle est fournie par le service Secret Manager, mais le code source est disponible, donc vous pouvez aussi le modifier et le customiser selon vos besoins. Jusqu'à présent, Secret Manager, vous lui donniez la fréquence de rotation du mot de passe, donc vous disiez je veux tous les X jours, toutes les semaines ou tous les mois changer mon mot de passe, et il faisait plus ou moins dans 24 heures avant, 24 heures après, disons dans une fenêtre de 24 heures, 12 heures avant, 12 heures après, mais vous n'aviez pas un contrôle extrêmement fin de quand allait se passer cette rotation de mot de passe. Or, il se fait que cette rotation de mot de passe, elle peut avoir parfois, ça dépend de votre code, mais elle peut avoir parfois une petite incidence sur la prod, parce que si vous avez des applications qui ont une connexion ouverte, ça va marcher. Imaginez que votre application cache le mot de passe pour un certain temps. Après l'avoir recherché sur Secret Manager, il faudra qu'une connexion échoue avant que la logique de votre application aille rafraîchir le mot de passe. Donc, en fonction de la manière dont votre application a été écrite, il peut y avoir des tentatives de connexion qui échouent le temps que votre application réalise que le mot de passe a changé. Et donc, parfois, on aimerait bien faire ce changement de mot de passe à des heures moins chargées pour l'application, pas en pleine heure de pointe de votre application. Certaines applications sont moins sollicitées pendant la nuit, par exemple, et vous pourriez préférer faire les changements de mot de passe à ce moment-là. C'est ce que Secret Manager permet maintenant, puisque non seulement vous donnez la fréquence de changement du mot de passe dans Secret Manager, mais vous pouvez également maintenant donner la fenêtre de temps de telle heure à telle heure. C'est ma préférence pour aller changer le mot de passe, et Secret Manager respectera votre préférence. Donc, petite amélioration incrémentale, mais bien sympathique et bien appréciée sur Secret Manager, qui supporte des fenêtres de temps pour la rotation des secrets. Et c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, vendredi, j'interviewerai mon collègue François Boutruche et on parlera d'une initiative qu'il a prise qui s'appelle My Local Farmer. C'est une série d'articles de blog qui décrivent la vie réelle d'une entreprise fictive pour aller vraiment dans des problèmes du quotidien d'une petite et moyenne entreprise. Ici, c'est une ferme bio qui vend des produits bio et ils expliquent dans une longue série de blogs comment ils transforment le business et comment ils font certains choix pragmatiques autour de la gestion d'identité, de la scalabilité, etc. Pour ne pas vous donner une approche théorique de l'utilisation des services, mais vraiment un cas concret, pratique, comme ça pourrait arriver dans une PME tout à fait réelle. Donc ça sera l'épisode publié le 18 février, la semaine prochaine, vendredi, My Local Farmer avec François Boutruche. Et puis d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.